Bonjour et bienvenue dans cette troisième séance consacrée à la séquence 8 du programme d'histoire des classes de 4e intitulée L'âge industriel. Après avoir planté le décor dans ses dimensions spatiales puis temporelles, chronologiques, nous allons aujourd'hui aborder notre séquence sur l'âge industriel en Europe et dans le monde au XIXe siècle sous un nouvel angle original, l'angle de l'histoire des arts. Et nous allons en effet célébrer le progrès industriel en marche, le progrès scientifique, technologique, le progrès dans toutes ses dimensions, à travers un chef-d'œuvre du cinéma naissant, intitulé Le Voyage dans la Lune. Et ça va être l'occasion pour nous, non seulement de découvrir un des tout premiers films de l'histoire du cinéma, mais aussi de nous interroger sur la problématique suivante. En quoi cette œuvre est-elle emblématique, caractéristique si vous préférez, de la foi, il y a véritablement une dimension quasi religieuse, de la foi dans le génie industriel de l'homme à la fin du XIXe siècle. Autrement dit, en quoi est-ce que ce film donne le sentiment qu'à l'homme, plus rien n'est finalement impossible. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire, indispensable même que vous vous rendiez sur YouTube et que vous alliez admirer, découvrir le film Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, qui date de 1902. Alors vous avez deux possibilités, puisqu'il va s'agir de notre objet d'art d'étude, donc ça serait bien que vous le visionniez intégralement. Bon, 14 minutes, ça passera très vite. Alors, il existe deux options. Soit vous voulez regarder la version originale noir et blanc, dans ce cas-là, vous avez un premier lien. Soit vous préférez la version restaurée, colorisée, avec une musique également qui est plus 21e siècle. Et dans ce cas-là, vous avez un deuxième lien. Regardez l'une ou regardez l'autre des deux versions, peu importe. Et ensuite, eh bien, rendez-vous pour la diapo suivante. Ce que vous venez de voir, c'est un véritable chef-d'œuvre et un quasi-miracle, surtout pour l'époque, parce que ce que vous venez de voir, bon, peut-être que ça ne vous aura pas ni épaté, ni véritablement plu, parce que pour vous, le cinéma, c'est devenu quelque chose de banal, de quotidien. Mais faites l'effort, essayez de vous mettre dans la peau d'un Français du début du XXe siècle qui découvre pour la première fois des images en mouvement. Et ça a un effet magique. Si en plus on ajoute à cela des effets spéciaux, alors évidemment aujourd'hui ils peuvent prêter à sourire, c'est sûr, mais pour l'époque c'est du jamais vu. Il y a vraiment de quoi en tomber à la renverse. Alors vous avez sous les yeux la fiche technique du voyage dans la Lune réalisé par Georges Méliès sur un scénario de Georges Méliès qui s'est inspiré d'œuvres diverses et variées, particulièrement de Jules Verne qui, à peu près un peu moins d'un demi-siècle auparavant, avait écrit son fameux roman De la Terre à la Lune, mais il s'est aussi inspiré d'un romancier britannique, H.G. Wells, célèbre pour sa Guerre des mondes, L'homme invisible, mais qui a aussi écrit une nouvelle sur les premiers hommes dans la Lune,
quelques mois, quelques semaines avant la réalisation du film de Méliès, donc il est clair que Méliès l'a lu, ce roman, et qu'il s'en est inspiré aussi. De la Terre à la Lune, c'est une affaire entre Georges Méliès et Georges Méliès, décidément, puisqu'il est partout. C'est lui qui a écrit le scénario, c'est lui qui a réalisé le film, c'est lui qui a réalisé les trucages, c'est lui aussi qui interprète le personnage principal, le professeur Barbanfouilly. Donc il est tout naturel qu'il ait droit à sa statue, même si c'est une statue en carton-pâte à la fin du film. Georges Méliès est aussi celui qui a produit le film, c'est-à-dire qu'il a financé et qu'il a vendu dans le monde entier, enfin dans le monde entier à l'époque, c'est-à-dire en France, en Europe, mais aussi aux États-Unis, ce qui était véritablement une nouveauté pour un film européen d'être vendu dans le Nouveau Monde. Mais c'est aussi une affaire de couple parce que Jeanne d'Alcy, qui est accessoirement Madame Méliès à la ville, et la costumière en chef, c'est aussi une des actrices du film. Hein. Elle interprète un tout petit rôle et on peut penser qu'elle a aussi donné son avis sur l'écriture du scénario. Donc c'est vraiment une affaire entre Georges Méliès et Jeanne d'Alcy. Alors, avec tout ce que je viens de vous dire, tout ce que vous venez aussi de voir, vous devez avoir, je pense, de quoi largement remplir la fiche d'identité du voyage dans la Lune. En cas de besoin, n'hésitez pas à revenir en arrière pour pouvoir compléter tranquillement le tableau ci-dessous. Voilà le corrigé de la fiche d'identité, puisque je vous rappelle que quelle que soit la nature de l'objet d'art, on commence toujours par en dresser une fiche d'identité. Donc la date de sortie, c'est l'année 1902, donc le tout début du XXe siècle. Le réalisateur, le scénariste, l'acteur principal, le producteur, pardon, le décorateur, le truqueur, le chef des accessoires, le chef des effets spéciaux, etc., c'est Georges Méliès. Et bien entendu, le commanditaire, c'est également lui-même. Hein, il a réalisé cette œuvre parce qu'il avait envie de la réaliser et il a demandé à personne d'autre. La durée du film, alors voilà, ça c'est une rubrique un peu inhabituelle pour vous et moi, parce que d'habitude, quand on fait de l'histoire des arts, c'est plutôt sur des images fixes, hein, des tableaux, des miniatures, des sculptures, peu importe. Là, c'est une œuvre cinématographique, donc la durée est une des caractéristiques de la fiche d'identité. Et donc c'est un film qui dure 14 minutes. Alors aujourd'hui, 14 minutes, ça représenterait quoi? L'équivalent d'un dessin animé, d'un petit dessin animé. Bon, mais pour l'époque, c'est un film qui est très long, hein, puisque les tout premiers films qui remontent à quelques années auparavant, ceux des frères Lumière, duraient un peu plus d'une minute à peine. Donc 14 minutes, c'est pour l'époque un long métrage. C'est un film d'anticipation, ça c'est pour la nature et le genre. Anticipation plutôt que science-fiction, parce que science-fiction, ça serait plutôt des films genre Star Wars par exemple, avec des vaisseaux spatiaux, des sabres laser. Bon. Et le format du film, là aussi, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, mais quand c'est un tableau, évidemment, le format, c'est des dimensions. Là, c'est plus exactement les caractéristiques liées au format vidéo. Donc, c'est un film muet, même si vous, sur YouTube, vous avez une version musicale. C'est un film muet à l'époque, puisque le film parlant, il faudra attendre les années 1920. C'est un film en noir et blanc,
quand bien même vous l'aurez vu en version colorisée. Et alors la colorisation à l'époque se faisait à la main. C'est-à-dire que vous aviez de très nombreuses ouvrières, plutôt des femmes, parce que c'est un travail qui demande du soin, de l'habileté, qualité semble-t-il notoirement féminine, et donc ces demoiselles coloriaient image par image à la main la pellicule imprimée, ce qui explique pourquoi vous avez des vêtements qui peuvent paraître un peu plus rouges ou un peu plus foncés ou un peu moins foncés, un peu plus délavés d'une image à l'autre. Et ben, ça dépendait si la demoiselle avait eu la main lourde sur l'image, sur la pellicule ou pas. Une dernière chose en ce qui concerne le format du film. Ah oui, pour ce qui concerne la musique. Alors, à l'époque, on faisait appel à ce qu'on appelait, avec une petite pointe de mépris, on faisait appel à un tapeur, c'est-à-dire un pianiste qui venait taper, comme on disait à l'époque, qui venait jouer pendant la représentation. Alors, il venait jouer avec une partition qui avait été écrite exprès pour le film. Ou alors il improvisait, ça dépendait, selon les moyens mis à sa disposition. Et donc les gens qui regardaient le film avaient droit à une version musicale qui accompagnait la version donc muette. Alors il est temps d'entrer dans l'analyse de l'œuvre artistique. Alors, il a fallu que je m'adapte, donc j'ai décidé de vous proposer un petit travail de reconstitution chronologique. Je vous ai mis 9 images qui correspondent aux 9 temps forts. Les 9 temps forts du film sont numérotés de 1 à 9. Ils sont légendés également, et eux sont dans l'ordre. C'est-à-dire que la première scène, c'est le colloque d'astronomie, en haut à gauche, et que la 9e scène, c'est à la gloire de Barbanfouilly. Ça correspond à la scène ultime du film. Bon. Par contre, pour qu'il y ait un intérêt à la démarche, les images, elles, sont dans le plus complet désordre. Je vais donc vous demander de numéroter chacune des 9 images afin de les remettre dans l'ordre chronologique de l'histoire. Bon, j'ai essayé de prendre des images qui soient parlantes, si je puis dire. Ça ne devrait pas vous poser énormément de problèmes. Mettez-moi sur pause, le temps de faire l'exercice, et si besoin est, eh ben, retournez le voir, le film. Alors, il faut aller chercher la toute première image dans la colonne centrale tout en bas, quand le professeur Barbanfouilly explique à ses collègues qu'il projette de se rendre sur la Lune au moyen d'un canon. La deuxième étape, la deuxième scène, c'est la visite du chantier avec la construction de ce qu'on peut appeler presque la capsule spatiale, la construction de la fusée. Donc cette deuxième image, il faut la chercher sur la ligne du milieu à gauche. Puis c'est le départ pour la Lune à coup de canon. Donc c'est l'image la plus célèbre du film, hein, quand la Lune reçoit donc l'obus dans l'œil. Et vous avez bien compris que Georges Méliès a filmé en gros plan un visage recouvert de tarte à la crème. Voilà. Et pour accentuer l'effet d'alunissage, c'est-à-dire le fait que la fusée arrive vers la Lune, il a fabriqué, on le sait, un système qui fait avancer la caméra vers la Lune, vers le visage, exactement comme si la fusée était en train de se rapprocher à une vitesse vertigineuse du satellite de la Terre. Et c'est ce qui donne un effet absolument bluffant. On a réellement l'impression d'être
dans la fusée et on a réellement l'impression qu'on va plus ou moins s'écraser doucement ou pas sur le sol lunaire. Ensuite, la scène suivante, c'est le lever de terre sur la Lune. Et bien oui, on change complètement de perspective, hein. Quand on est sur Terre, on aperçoit le lever de la Lune à la tombée du jour. Mais là, pour nos visiteurs de la Lune, c'est tout le contraire. Ils aperçoivent un lever de terre. Ensuite, la cinquième scène, c'est la visite du sous-sol lunaire. Alors là, qui révèle des richesses insoupçonnées et insoupçonnables, hein, avec des champignons géants qui ont la fâcheuse tendance d'ailleurs à exploser. C'est donc la dernière vignette, celle en bas à droite. Puis on a la rencontre avec les Sélénites. Les Sélénites, c'est-à-dire les habitants de Séléné. Séléné, c'est le nom grec dans l'Antiquité que l'on donnait à la Lune. Donc un sélénite, c'est un habitant de la Lune. Une rencontre qui se fait de manière un peu brutale, hein, puisque nos explorateurs de la Lune sont capturés par les autochtones. Puis ils se libèrent, ils s'échappent assez facilement avec une course-poursuite particulièrement explosive. Ça, c'est l'image qui se trouve en deuxième ligne à droite. Ensuite, c'est le retour sur Terre, mais c'est un retour sous-marin, hein, puisque la fusée atterrit quelque part dans l'océan, on ne sait pas vraiment lequel. Et alors là encore, Georges Méliès a fait preuve d'une grande inventivité, puisqu'il a filmé un aquarium, et il a fait tomber une maquette de la Lune dans l'aquarium, qu'il a filmé donc de cette manière. Et enfin, la dernière scène à la gloire de Barbanfouilly, eh bien, c'est l'image qui se trouve en bas à gauche, avec une statue érigée à la gloire de ce Christophe Colomb des temps très modernes. Alors, le moment est venu de nous intéresser aux objectifs de l'œuvre, autrement dit, en quoi sont-ils intéressants, ne serait-ce que pour nous autres, en train d'étudier l'âge industriel. Et donc, comme d'habitude, je vous propose de reconstituer des phrases. Donc, à gauche, je vous propose des verbes. À droite, je vous propose le complément de phrase et je vais vous demander, franchement, c'est pas bien difficile, je vais vous demander d'associer chaque verbe au complément de phrase qui lui correspond. Donc, que célèbre, à qui Georges Méliès rend-il hommage? Eh bien, il rend hommage au progrès technique qui repousse les limites du possible. Jules Verne avait déjà commencé à célébrer le progrès industriel dans la plupart de ses romans. Georges Méliès en fait autant. C'est normal, nous sommes à une époque où finalement, l'imagination humaine semble devenir la limite, puisque l'homme va découvrir en quelques dizaines d'années, c'est très vite à l'échelle de l'humanité finalement, l'homme va découvrir qu'il suffit maintenant d'appuyer sur un bouton pour avoir l'électricité. Grâce à Thomas Edison, il va aussi découvrir qu'on peut se déplacer grâce à un moteur thermique, hein, avec l'allemand Daimler qui va inventer finalement la voiture. Alors bien sûr, ça a un coût. Tout le monde n'aura pas les moyens de se payer l'électricité à domicile dans un premier temps, ou une voiture automobile. Mais une fois que ça existe, c'est qu'une question de temps pour que les gens, même les plus modestes, aient accès au progrès. On a aussi dans le domaine des transports découvert la locomotive à vapeur qui révolutionne les transports. La planète paraît tellement plus petite puisque la distance est abolie par la vitesse, puisque les moyens de transport sont toujours plus sûrs, plus confortables et plus rapides. Donc c'est aussi finalement tout à fait normal que l'homme
trouve finalement sa planète tellement petite qu'il éprouve le besoin d'aller voir ailleurs, dans l'univers. Bon, donc il y a vraiment cette célébration du progrès scientifique. Un autre objectif de Georges Méliès, c'est d'éblouir, c'est d'étonner, c'est de surprendre. Et de surprendre qui? Son public. Un public qui découvre des trucages visuels inédits, époustouflants. Il y a de la magie dans l'œuvre de Georges Méliès. Le but, c'est aussi de faire découvrir une nouvelle forme d'expression artistique née en 1895. Le cinéma est appelé à se populariser, à se démocratiser. Bon, c'est une invention, j'allais dire, parmi d'autres, et elle pourrait presque passer inaperçue d'une certaine manière, noyée au milieu des autres. Donc Georges Méliès va faire en sorte que le cinéma s'impose, et puis au grand public, et puis faire un clin d'œil appuyé, à mon avis, à Jules Verne et à son chef-d'œuvre De la Terre à la Lune, et peut-être aussi à H.G. Wells, le grand romancier britannique qui est une sorte de Jules Verne d'outre-Manche. Alors, comme souvent, je vous l'ai dit, une fois que l'on a créé la fiche d'identité, une fois que l'on a décrit, analysé, expliqué une œuvre d'art, une fois qu'on en a dégagé les objectifs, les messages ou tout simplement l'intérêt historique, il est intéressant de passer à une quatrième étape qui est celle de ce que j'appelle les correspondances, les prolongements artistiques. Autrement dit, comparer cette œuvre à d'autres. Et c'est ce que nous allons faire maintenant avec Jules Verne, donc, et son célèbre roman De la Terre à la Lune, où finalement des artilleurs, tiens donc, des artilleurs, c'est-à-dire des gens qui ont l'habitude d'utiliser des canons, vont construire un canon gigantesque pour envoyer un train. Alors vous voyez, il y a une petite différence parce que dans le film de Méliès, il n'y a pas de wagon, il y a juste la locomotive, si j'ose dire. Mais on voit bien qu'il y a quand même un lien de parenté évident entre l'œuvre de Méliès et le roman de Jules Verne, De la Terre à la Lune. Et donc, si mes souvenirs, c'est le français Michel Ardan qui va être le premier homme à aller sur la Lune. Bon, là, dans le cas de Georges Méliès, ça sera le professeur Barban-Fouilly, mais il y a très clairement un air de parenté. Jules Verne, qui, je vous le rappelle, est le père finalement des romans d'anticipation, puisqu'il a inventé, si je puis dire, sur le papier, le sous-marin, que l'on voit évoluer dans son célèbre roman 20 000 lieues sous les mers, avec le Nautilus du capitaine Nemo, mais il a aussi inventé sur le papier d'autres moyens de transport, comme une sorte de, comment est-ce que je pourrais dire, d'hélicoptère, mi-hélicoptère, mi-dirigeable, une sorte de compromis entre ces deux moyens de locomotion aérienne dans le roman Robur, le Conquérant. Bon, et donc Jules Verne, ça serait bien, moi je vous invite à le découvrir, à le redécouvrir, parce que certes, certaines pages de ses romans peuvent être un petit peu ennuyeuses, il faut le reconnaître, quand il vous décrit, quand il vous nomme tous les poissons, par exemple, qui fréquentent l'océan Indien ou l'océan Atlantique, dans 20 000 lieues sous les mers, c'est vrai que bon, on peut être tenté de sauter quelques pages. Mais ces romans sont véritablement très riches, passionnants, sont une porte ouverte vers l'imaginaire, ça n'a pas de prix.
Et Jules Verne, au fond, c'est une sorte de Léonard de Vinci du 19e siècle. Hein, Léonard de Vinci qui avait inventé, lui aussi, sur le papier du moins, l'hélicoptère, ce genre de choses. Voilà, Jules Verne, c'est le Léonard de Vinci du 19e siècle. Léonard de Vinci était considéré comme un génie, Jules Verne est aussi un génie. Et c'est toujours intéressant de fréquenter les génies. Donc je vous invite à le faire. Alors tout à l'heure, j'ai comparé professeur Barbon-Fouilly à Christophe Colomb. Et pourquoi? Ben, tout simplement parce que, comme Christophe Colomb en 1492, Barbon-Fouilly, il part là où personne n'est jamais allé. Hein, Christophe Colomb, il est parti découvrir une route des Indes en partant vers l'ouest, prenant le pari que la Terre n'était pas plate et qu'arrivé au bord de l'océan, eh ben, il ne disparaîtrait pas dans les profondeurs du cosmos. Et Barbon-Fouilly, pareil, il est parti dans l'espace, là où jamais personne n'était parti avant lui. Christophe Colomb est revenu vivant comme Barbon-Fouilly après avoir bravé la mort, parce que Christophe Colomb aurait dû, en toute bonne logique, ne jamais revenir de son voyage. Hein. Bon, donc ils n'ont pas froid aux yeux, ces pionniers, ces découvreurs. En plus, ils ont un autre point commun, à mon avis, c'est que c'est ce que vous montre cette gravure. Quand Christophe Colomb revient triomphalement de son voyage, son premier voyage inaugural, et qu'il revient rendre compte de sa mission auprès des rois catholiques, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, il leur ramène des oiseaux du Nouveau Monde, il leur ramène... trop peu d'or, hélas, à ses yeux et aux yeux des souverains catholiques espagnols, mais il leur amène aussi des Indiens, enfin des Indiens d'Amérique, mais des Indiens, puisque Christophe Colomb, lui, il est persuadé d'avoir mis les pieds aux Indes. Et que fait Barbon-Fouilly? Eh bien, il ramène, certes un peu involontairement, mais il ramène un sélénite sur Terre. Donc c'est pareil, hein, c'est certainement un clin d'œil de Georges Méliès à Christophe Colomb. Ce sélénite qu'on va exhiber comme un animal de zoo. Georges Méliès s'est donc incontestablement inspiré d'H.G. Wells, mais aussi de Jules Verne, mais aussi de Christophe Colomb, c'est incontestable. Mais Georges Méliès a été également un inspirateur pour d'autres artistes. Et c'est peut-être là que l'on mesure le mieux l'importance du film de Georges Méliès, Le Voyage dans la Lune. Parce qu'en 1954, Hergé réalise le 17e album des aventures de Tintin, dans lequel il fait marcher donc avec une quinzaine d'années d'avance sur la Lune ses héros, Tintin, le capitaine Haddock et même le chien Milou ont les honneurs de laisser leurs empreintes pour l'éternité sur le satellite artificiel de la Terre. Et donc 15 années avant que ce rêve qui remonte à la nuit des temps ne devienne réalité, lorsque Neil Armstrong sera le premier homme pour de vrai, si je puis dire, à marcher sur la Lune, le 15 juillet 1969. Alors là, évidemment, la fusée a un peu changé d'allure. Elle n'est pas tirée par un canon géant. On n'est pas tout à fait à la même époque. Le progrès scientifique est passé par là. Mais néanmoins, il y a une parenté entre Méliès et Hergé. Le rêve lunaire. Du reste, une bonne dizaine d'années avant la réalisation de l'album On a marché sur la Lune,
le même Tintin rendait un hommage discret, mais je trouve assez émouvant, à l'œuvre de Méliès et à son voyage dans la Lune à travers l'album L'Étoile mystérieuse, un des tout premiers albums daté de 1942, au cours duquel Tintin met le pied sur une île mystérieusement apparue au pôle nord, je crois, j'en suis plus tout à fait sûr. Et en fait, cette île vient de l'espace, puisque c'est un astéroïde qui s'est écrasé sur Terre. Et cet astéroïde, visiblement, a des caractéristiques très singulières, puisque Tintin voit pousser des champignons démesurément géants, des champignons qui grossissent à vue d'œil et qui finissent par exploser. Il est impossible de ne pas faire le parallèle avec la course-poursuite des Sélénites et aussi avec la visite du sous-sol lunaire au cours desquels les astronautes, les découvreurs, les pionniers envoyés par Méliès sur la Lune découvrent les mêmes champignons avec les mêmes singularités. Si vous en avez l'occasion, je vous invite à voir ce film assez récent, puisqu'il date de 2011, Hugo Cabret, qui a été remarqué par la critique, puisqu'il a été nominé 11 fois aux Oscars, hein, c'est-à-dire la récompense suprême pour le cinéma international. Et en fait, à travers l'histoire d'Hugo Cabret, on se rend compte que en fait, il s'agit de la vie de Georges et de l'œuvre de Georges Méliès. Ben Kingsley en fait interprète la vie de Georges Méliès, et c'est véritablement très bien fait, très émouvant. Si vous avez l'occasion, vous passerez un bon moment cinématographique. Et avouez que quand Hollywood rend hommage à un petit Français, un petit pionnier du cinéma français du siècle d'avant, eh ben, ça vaut le coup. Dernière chose, si vous avez déjà vu le film Hugo Cabret, ou si vous le trouvez trop long, je vous propose un dernier hommage d'un groupe de rock qui a connu son heure de gloire dans les années 1990, qui existe toujours, hein, les Smashing Pumpkins, qui ont rendu un hommage extrêmement émouvant et très bien fait à travers un morceau qui s'intitule Tonight, Tonight. Et véritablement, c'est magique. Et pour être bien certain que tout le monde comprendrait l'allusion au voyage dans la Lune, eh bien, le navire, si vous regardez la vidéo, faites attention au nom du navire qui récupère les voyageurs de l'espace. Vous verrez qu'il s'appelle le Méliès. Comme quoi, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. Voilà, eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette séance vous aura particulièrement intéressé, peut-être plus que d'habitude encore, hein, et je vous dis à bientôt pour une première séance documentaire dans laquelle nous ferons la connaissance du roi de l'acier européen au XIXe siècle. Bonne journée, à bientôt.